je vous assure, le rire de la jeunesse ou le rire de ma fille dans les couloirs d'un hôpital, d'un EHPAD où il y a que des vieux déments, tremblants, qui se pissent dessus, qui se chient dessus et qui se bavent dessus, c'est le meilleur des pansements. C'est le meilleur des antidépresseurs et c'est réconfortant. Parce qu'en fait, c'est le cycle de la vie. Bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre installée sur les canapés. Un visage bien sûr que vous connaissez, mais au-delà de ça, évidemment, il y a de la profondeur, il y a de l'instinct, il y a du feeling, si je puis dire, au travers notamment de ses écrits, au travers de ses ouvrages et au travers d'un dernier livre qui mérite en tout cas votre attention. Le livre, on l'affiche ici. C'est le livre de Géraldine Maillet qui est installée sur les canapés. Bonjour Géraldine. Bonjour, merci de me recevoir. Quel très bonheur. Beau chez vous. On est bien ou pas? Oui, c'est très cosy, j'aime beaucoup. Ça pourrait ressembler à votre intérieur à la maison ou pas? Oui, parce que j'aime bien, c'est chargé. Moi, c'est assez chargé aussi. Je sais pas si je le prends bien, ça, si. Bah, si c'est comme chez moi, si, c'est plutôt un compliment. Bon, c'est plein de références des années 80, 90. 13 années 80, c'est très moi, donc c'est parfait. Bon, c'est parfait. Casimir est là, tout va bien. Bon, je suis très content que vous soyez là, Géraldine, parce que on va parler évidemment d'un sujet extrêmement touchant et en même temps, c'est un mélange entre une déclaration d'amour et en même temps un plaidoyer aussi pour peut-être aussi revendiquer certaines choses au travers des injustices que vous pourriez rencontrer, et notamment dans le milieu de la santé, dans le milieu qui se dégrade quand même, et vous le dénoncez pas mal dans cet ouvrage. Mais on va déjà prendre des nouvelles de votre minuscule. Ma grand-mère. Votre grand-mère. Mamie Téti, Simone, ma minuscule a 94 ans aujourd'hui. Ouais. L'AVC a eu lieu il y a 2 ans maintenant. Elle est toujours de ce monde, elle est toujours vivante, extrêmement résiliente. On va dire que sa vie se rétrécit, que son temps s'écoule, que son champ des possibles est de plus en plus étriqué et restreint, qu'elle n'a plus de chez elle à part une chambre, qu'elle n'a plus d'autonomie à part un fauteuil, qu'elle n'a plus de rendez-vous à part nous, mais que c'est sa vie et que je l'accepte comme elle est. Et puis de toute façon, aujourd'hui, vous savez, avec on doit avoir à peu près le même âge, peut-être que vous êtes plus jeune que moi, mais globalement, on a tous des minuscules dans nos vies. C'est vrai. On a des parents, des grands-parents, donc on se réjouit qu'ils vieillissent, mais ils vont pas forcément vieillir autonomes, en bonne santé, et que voilà, dans ce livre, j'ai voulu aborder tout ça aussi. C'est quoi le grand âge? C'est quoi d'être grabataire? C'est quoi la dépendance? C'est quoi la fin de vie? Comment on se positionne, nous, en tant que famille, aidant, accompagnant? Comment on accepte ça? Et donc, elle va, et au départ, j'étais un peu en colère. Oui, c'est ça, vous dénoncez. Parce que je faisais un avant-après, un bilan. Oui. Avant, t'étais comme ça. Oui. Avant, t'étais flamboyante. Avant, t'étais drôle. Avant, tu faisais la cuisine. Avant, je t'appelais, je te demandais conseil. Tu t'occupais de ma fille. Tu m'as tout appris, avec ma maman, bien sûr, mais tu m'as tout appris de la vie, et maintenant, c'est moi qui t'apprends, c'est moi qui te dis, est-ce que t'as faim, est-ce que t'as soif? Est-ce que tu me reconnais? Quel jour on est? Quelle date on est? C'était Noël. Ah bon, c'est quoi Noël? On est en décembre. Oh, décembre, oh là là, mais comment on va arriver à janvier? Donc voilà, donc ce chaos-là m'est évidemment insupportable, mais c'est ce que ce livre aussi raconte, c'est que il faut accepter ce chaos. Il faut pas le juger. Il faut pas le juger avec nos critères à nous aujourd'hui. Vous avez mis du temps à l'accepter ou pas? J'ai tout de suite, non, en fait, je l'ai tout de suite accepté, je l'ai tout de suite intégré. On est inégaux face à l'acceptation de la dépendance des gens qu'on aime. Dans les familles même, on se déchire par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai accepté parce que je pense que je suis pas médecin et parce que finalement, j'avais une sorte de naïveté ou de tolérance. Ma maman qui est médecin, elle l'a tout de suite pris en pleine face comme un boomerang, puisqu'elle s'est dit, oula, là, on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va advenir des prochains mois. On sait que ma grand-mère, quand elle a eu cet AVC chez mes beaux-parents, en fait, on sait qu'elle ne reviendra plus jamais chez elle. C'est ce qui s'est passé 2 ans après. Elle n'est plus jamais revenue chez elle. Elle n'a même plus jamais parlé de chez elle. Elle n'a jamais su qu'elle avait un chez elle. Donc tout ça, il faut l'accepter. Moi, ça a été OK, je pense, même si évidemment on est en colère, on s'en veut. J'étais là, j'étais en face d'elle quand elle a eu cet AVC. Donc en fait, je me dis que si elle est en vie aujourd'hui, c'est grâce à moi. Si elle est en vie aujourd'hui, c'est à cause de moi. Les deux en même temps. Est-ce que vous croyez qu'elle le sait? Non, je pense pas. Je pense je lui en ai beaucoup parlé. Je lui ai beaucoup raconté cet AVC, mais ça a toujours été flou pour elle et je pense qu'elle a jamais intégré. Voilà. C'est quelque chose qui
qui est dans un disque dur, mais peut-être que son disque dur, il est endommagé et je sais pas où il est. Alors, Mamie Téti, juste un petit mot. C'est vrai, vous dites dans le livre que vous passiez votre temps toutes les deux, elle débriefait de ce que vous faisiez à la télévision régulièrement, sur votre tenue, sur votre coupe de cheveux. Alors, elle était très esthétique, ma grand-mère. Elle était plus sur la forme que sur le fond. Oui. Mais on ne mesure pas d'abord, même à travers de ce que vous faites, que la télévision aussi est une sorte de loisirs gratuits qui s'offrent dans les chambres d'hôpitaux, dans les EHPAD, dans les intérieurs de gens seuls. Et c'est vrai que ma grand-mère, quand elle avait rendez-vous avec moi tous les soirs à la télévision, je pouvais pas aller la voir tous les jours, donc c'était aussi son petit rendez-vous, sa petite routine, son petit rituel. Et c'était quelque chose d'hyper rassurant pour elle. Et bon, comme elle s'attachait pas trop forcément à ce que je disais ou à ce qu'il pouvait se dire, parce que je pense aussi qu'elle était âgée, elle vieillissait et elle avait peut-être pas forcément une sorte de compréhension de tout. En revanche, les chemisiers, les pulls, les couleurs, le maquillage, l'eyeliner, le gloss, le rouge à lèvres, le brushing. Alors là, tout. Elle débriefait tout. Ah, c'était un Karcher. Et vraiment, il y avait absolument rien qui allait. Il y avait toujours un truc à redire. Et je me disais que plus elle critiquait, plus c'était un signe de vitalité et de bonne santé. Bien sûr. Et du coup, j'adorais quand elle me bâchait. C'était trop bien. Et je sais qu'elle avait des couleurs de prédilection. Et encore aujourd'hui, à l'EHPAD où elle regarde l'émission au début, un petit peu. Alors peut-être comme des taches de couleur, comme des bruits et tout ça, mais elle aime bien, ça la rassure, elle a l'impression qu'elle me voit et que donc du coup c'est une sorte de lien entre nous qu'on a tissé et je trouve ça très important. Voilà. Est-ce qu'elle a eu le temps de vous dire qu'elle était fière de vous? Oui, elle me le dit encore toujours. Elle me reconnaît. Elle n'a aucun mot. Quand je passe la porte, il n'y a pas ce petit moment de suspension en apesanteur où elle va se demander qui je suis. Elle peut le faire pas avec certaines personnes, même de la famille. Moi, c'est acté. J'ai l'impression que c'est un truc qui est indélébile. C'est comme une cicatrice ou c'est comme une ride. Ça ne partira jamais. Et j'aime bien ne jamais partir de la mémoire de ma grand-mère. J'ai l'impression que l'AVC a tout endommagé et que l'Alzheimer endommage encore tout ce qui restait d'avant. Mais que ça, c'est des choses, des marqueurs. Ma mère, moi, ma fille, c'est des choses qui restent à jamais. Que signifie être libre pour vous? Si vous aviez à évaluer votre niveau de bien-être sur un curseur de 0 à 10, quelle note vous donneriez? Il existe au fond de chacun de nous un lieu silencieux et lumineux. Et si les réponses à vos questionnements, si la solution aux problèmes qui entravent vos vies se trouvait dans les racines de votre histoire familiale? Alors venez nous rejoindre pour ce week-end magique Corps, âme, esprit. Organisé par ABC Talk les 15 et 16 mars 2025 à Montpellier. Durant cet atelier que je vous proposerai, je vous offrirai des techniques puissantes de maîtrise de l'énergie. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Rejoignez-moi pour une exploration intérieure hors du commun. Vous découvrirez que la véritable guérison intérieure se trouve dans l'harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit. On va s'amuser, on va jouer avec des tas d'exercices à mieux comprendre ce qui se passe dans ce bocal. Nous embarquerons pour un voyage intérieur qui vous permettra de rencontrer votre animal de pouvoir, votre allié spirituel. Inscrivez-vous dès aujourd'hui, vos ancêtres vous attendent et nous aussi. Alors, je vous attends nombreux et nombreux, réservez vos places et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous les 15 et 16 mars à Montpellier pour ce nouvel événement ABC Talk. Prenez date dès maintenant. Ce week-end pourrait bien changer votre vision du monde et de vos potentiels cachés. Et vous êtes là. Ouais. Toutes les générations sont là. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que aujourd'hui, comment vous expliqueriez ce côté fusionnel que vous avez avec votre grand-mère? Je pense qu'elle m'a élevée. Ma maman m'a eu très jeune. Elle avait 17 ans. Donc j'avais une grand-mère très jeune aussi. Et ma grand-mère était donc mariée à mon grand-père, un homme exceptionnel, et c'était une sorte de cocon familial. Autant moi, ma maman était seule, elle m'a élevée seule. Il y avait pas de l'instabilité parce qu'il y avait beaucoup d'amour, mais c'était un peu insécure, alors que j'avais une sorte de cocon pendant les 14 premières années de ma vie. Et c'est vrai que ma grand-mère et mon grand-père étaient des sortes de relais d'éducation, de stabilité. C'était très rassurant d'être chez mes grands-parents, sorte d'image de couple comme ça, un peu immaculée, un peu vintage. Et ma grand-mère, c'était quand j'avais peur, je l'appelais, quand j'étais désespérée, je l'appelais, et c'était une sorte de béquille absolue. Mentor presque. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est elle s'est pas substituée à ma maman, qui est tout aussi importante que ma grand-mère dans ma vie. Mais c'était encore une fois autre chose. C'était un relais. Quand c'était trop dur pour ma grand-mère, je sais qu'il y avait ma grand-mère. C'était quelqu'un
avec moi, très tolérant, très bienveillant, alors qu'elle a été beaucoup plus dure en tant que maman qu'en tant que grand-parent. Mais ça, on a tous été confrontés à ça, à des grands-parents très aimants. Et donc, voilà, j'ai voulu aussi lui rendre hommage, et j'ai voulu rendre aussi hommage à nos aînés en essayant de faire le livre le plus beau, au sens, j'ai voulu être à la fois émouvante et à la fois drôle, avec un sujet qui est pas forcément réjouissant. Et avec beaucoup de témoignages. Oui. Et c'est vrai qu'au travers donc de cet ouvrage que vous allez nous décrire et qu'on va parcourir ensemble, c'est aussi c'est un mélange, donc c'est une déclaration d'amour presque que vous faites au travers de ce livre. Et en même temps, je disais, c'est un plaidoyer parce qu'il y a des choses qui vous ont profondément mis en colère. Alors d'abord, c'est une déclaration d'amour à ma grand-mère, mais c'est une déclaration d'amour aux aînés et au grand âge. Je trouve qu'on parle pas assez de nos vieux. Je dis vieux avec beaucoup de tendresse et beaucoup de bienveillance. Je trouve pas que les vieux soient vraiment au centre des familles, au centre des préoccupations, au centre de la société. On a l'impression que les vieux sont un peu inutiles, sont un peu déboulés. Puis un vieux, voilà, c'est relou, ça fait répéter, ça se déplace lentement et tout ça. Et je trouvais que c'était important de remettre au centre aussi de ce livre, des sociétés, des familles, nos aînés qui en fait à qui on doit tout et qui nous précèdent et qui voilà, on finira à notre tour par être des minuscules. Et en fait, je trouve qu'on n'est pas assez bienveillant, patient, tolérant par rapport à ce grand âge-là. Ça vous effraie? Pour votre cas personnel comme pour le cas de tout le monde d'ailleurs. En fait, quand ma grand-mère a cet AVC devant moi, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est une déflagration. Et après, on rentre dans un autre monde, un monde parallèle, puisque c'est les soins intensifs, puisque c'est une unité de soins de rééducation post-AVC, puis après c'est le diagnostic de l'Alzheimer, puis après c'est d'abord l'unité Chopin à Sainte-Périne, qui est une sorte d'unité de gériatrie plutôt neurologique, et puis après c'est l'EHPAD. Donc en fait, là vous assistez et vous découvrez un monde parallèle avec des gens très très âgés, très dépendants et très seuls. Donc oui, c'est un choc en fait. C'est un choc de voir que la voisine de chambre de ma grand-mère n'a reçu aucune visite pendant 6 mois. C'est un choc. Forcément, vous vous interrogez, vous vous demandez quel style de femme elle a été pour ne mériter la visite de personne, puisqu'elle a des enfants, elle me l'a dit. Et vous vous dites quel style de parents nous on est ou d'adultes on est pour après plus tard laisser un père, une mère, un grand-père, une grand-mère. Donc oui, forcément en fait, votre cas personnel devient tout à fait universel et en fait irradie sur tous vos questionnements intimes et vous n'avez pas forcément la réponse. Après, moi, j'ai beaucoup changé au cours de tout ce qui s'est passé. Moi, j'avais un peu des certitudes. Oui, la fin de vie. Oui, à quoi ça sert, tout ça. Même aujourd'hui, quand je vois ma grand-mère dans son lit, un peu lyophilisée comme un petit oiseau, un peu complètement pas apeuré, mais un peu perdu, je me dis c'est ça sa vie, mais ok. À quel moment elle ne mérite pas de vivre? Vous voyez, alors qu'avant j'avais peut-être plus des réponses un peu toutes faites, un peu de plateau télé pour le coup, où je disais oui en fait, oh là là, mais ma grand-mère si elle se voyait aujourd'hui, elle ne supporterait pas ce qu'elle est d'elle, puisque à l'époque quand elle était bien portante. Elle disait, moi, jamais, si je dois pas bouger, si je dois pas être autonome, si je dois avoir des couches, si on doit me laver, je ne veux pas vivre. Mais aujourd'hui, elle ne demande rien. Elle veut pas mourir. Elle ne souffre pas. Mais elle ne demande rien parce qu'elle ne peut rien demander? Bah oui, parce que la vie et donc, la maladie ne vous empêche d'avoir cette lucidité-là sur votre état. Et donc, est-ce que ça génère une culpabilité chez vous, pour le coup, de vous demander, est-ce que j'exauce véritablement ce que souhaitait ma grand-mère? En fait, je sais pas si c'est, en fait, ce livre est traversé de toutes ces questions et je pense que le lundi, je vais penser ça, le mardi, autre chose. Donc, à partir du moment où vous avez une sorte de doute sur tout ça, c'est que, en fait, non, on doit l'accompagner. Elle a l'air contente quand elle mange du chocolat à Noël, elle est contente, elle sourit. Quand elle me dit qu'elle m'aime, elle sourit. Mais en fait, c'est ça la vie. Et je dois pas, moi, juger cette microscopique utilité, parce qu'en fait, dire à quelqu'un qu'on l'aime et prendre du plaisir quand on mange du chocolat et trouver qu'une fleur, elle est belle, évidemment, ça vous paraît tout petit, tout minuscule, même microscopique, mais j'ai pas à juger ce qui reste de sa vie. Ni à vous substituer à ce qu'elle
absolument. À ce qu'elle pourrait. Oui. Mais oui, effectivement, là, c'est pour ça que c'est toujours important les dernières volontés ou de dire ce que Et vous en aviez parlé de son vivant parce que visiblement, elle vous a dit, moi, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas finir comme ça. Non, je pense que personne n'en parle en fait. C'est très rare les gens qui ont décidé ou qui on va en parler comme ça, mais ça va être une sorte de boutade parce qu'en fait on veut aussi mettre ça à distance parce qu'on a peur, parce que alors que paradoxalement elle a tout organisé pour sa mort. À 50 ans, quand mon grand-père est décédé, quand elle avait 50 ans et elle a été une jeune veuve, ça a été tellement dur pour elle et ça a été tellement dur pour nous d'organiser les obsèques de mon grand-père, ça a été très onéreux et tout ça, tout organisé, le caveau, tout ça, on est tous confrontés aussi à ça. Qu'elle a dit, moi, je ne veux pas être un poids après quand je vais mourir pour mes enfants. Donc, elle a tout payé, elle a tout organisé, et alors, voilà, le caveau à côté de mon grand-père. Voilà, paradoxalement. Et elle me disait toujours, ça ne fait pas mourir. Et ça ne fait mourir personne que d'organiser ça. 44 ans après, effectivement, ça ne fait mourir personne. Mais pour le reste, oui, si elle avait eu cet AVC seule chez elle, elle ne serait plus de ce monde. C'est parce que j'ai vu cet AVC devant moi lors de ce dîner. En plus, vous le décrivez dès l'ouverture du livre. Oui, hein, où le déjeuner dominical. Elle est face à moi et je vois que on l'imagine elle très part. bien. Ouais, c'est ça. Voilà, le visage dégouline, la tête est un petit peu en arrière. Le râle. Elle est aphasique, le râle. Et là, je me dis, il se passe quelque chose de grave. J'ai pas les tenants, les aboutissants. J'appelle le SAMU. Et en 10 minutes, la vie bascule. Elle me dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est la seule chose qu'elle dit. Donc moi, je pense que c'est le dernier souffle, le dernier soupir, et que finalement, c'est aussi une belle mort. Finalement, elle est pas seule, elle ne souffre pas. Elle me dit je t'aime. Je lui dis ne t'inquiète pas. Je dirais que tu aimes tous les gens que tu aimes, et voilà, il y a pas de. Et en même temps, je sais que c'est la fin, mais je fais tout pour la sauver. Vous voyez, tout ça en même temps, parce que vous il y a un instinct de survie. Hein, voilà, il y a un instinct de survie. C'est étrange d'ailleurs, et c'est ce que je raconte dans le livre. Et on veut tout évidemment faire pour la sauver. Et donc j'appelle le SAMU, la dame me donne les premiers gestes à faire, la coucher, lever ses jambes. Or, elle me parle d'itinéraire bis, je me souviens très bien. Et en fait, les pompiers arrivent très vite, en 10 minutes. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. C'est pour raconter ce grand âge, pour raconter c'est quoi être vieux. Enfin, oui, parce que je trouve que c'est universel. Les vieux ont tous la même odeur, les EHPAD ont tous la même odeur. Tous ceux qui lisent le livre et j'ai fait beaucoup de salons du livre, ils me disent oui, voilà, tout ce que vous racontez, ça a été pareil pour mon grand-père, ma grand-mère. C'est très personnel et très universel. Le titre de l'émission, c'est En France, les vieux sont un handicap. C'est ce que vous dites. Oui. C'est ce que vous pensez. Oui, je trouve que c'est pas forcément. Je sais pas, on voit pas beaucoup de vieux. On se moque souvent de nos vieux. Mais moi, j'aime bien qu'on se moque de nos vieux. Ma fille se moque beaucoup de ma grand-mère, même quand elle va la voir. Mais je préfère qu'elle aille la voir. Et je trouve qu'il faut rajouter de l'humour à tout ça, du léger, du trash, parce qu'en fait, je trouve qu'il vaut mieux qu'on se moque de nos vieux avec nos vieux plutôt qu'on s'en moque sans et en leur tournant le dos. Et en fait, très vite, quand ma fille, par exemple, on était allé au Magnolia ensemble pour lui rendre visite, et que le premier truc qui nous a frappé, c'est l'odeur de ces couloirs, une odeur pestilentielle. J'explique, de vieux, de rance, d'urine. Enfin, ça vous prend les narines. Et tous ceux qui ont lu le livre m'ont dit, mais c'est fou cette odeur. Nous, on la connaît cette odeur. Et ma grand-mère, voilà, c'est pour ça que quand je vais la visiter, je la parfume, je veux qu'elle soit digne et tout ça. Pourtant, pour les Magnolias, vous dites par exemple, j'aime les Magnolias. Ouais. Je trouve que c'est un endroit qui aime ses vieux, c'est tordu, c'est dément, c'est tremblant, c'est gens en bout de course, c'est sans famille, sans cerveau, sans souvenir, sans espoir. Beau. C'est pas mal, c'est moi qui ai écrit ça. C'est vous qui avez écrit ça. Non, mais c'est vrai parce que quand vous arrivez là-bas, déjà il y a une sorte de petit espace de vie, mais la vie ça veut tout dire et rien dire. Donc oui, c'est des gens qui dorment sur leur fauteuil, qui bavent sur leur fauteuil, qui s'endorment sur un livre qu'ils ne liront jamais. Et oui, forcément, c'est des images qui vous hantent, parce que forcément, ça vous amène à votre propre aussi fin, à la vieillesse, au temps qui passe. Donc c'est dur parce que c'est inacceptable de vieillir, parce que c'est une arnaque, parce qu'on n'a pas envie de devenir comme ça. Et en même temps, c'est aussi bien de devenir comme ça parce que ça veut dire que vous avez vieilli et que voilà. Mais il y a beaucoup de gens seuls. Vous le voyez parce qu'ils sont pas soignés, parce qu'on voit qu'ils ont pas de linge
qui a été renouvelée, que personne fait attention. Ouais, c'est super triste. Ouais, c'est triste. C'est la solitude qui est triste. Qui est triste. Ma grand-mère, elle est pas seule du tout. On se débrouille, on va la voir tout le temps. Mais encore une fois, le fait d'aller la voir, évidemment, effectivement, vous êtes soudés et on sent que la famille est unie pour la soutenir et pour être là. Mais je me mets encore une fois à votre place et on se met à votre place une seconde. Vous ne pouvez pas, j'imagine, vous empêcher de penser, est-ce qu'elle aurait accepté ça? Oui, j'y pense de temps en temps. Quand je la vois dans son lit avec sa bambinette, quand je vois qu'elle a besoin d'être douchée et qu'il y a 2 personnes qui ont besoin d'être là pour la soulever et la mettre dans son fauteuil, je pense qu'elle aurait peut-être détesté ça. Et en même temps, elle a l'air d'être OK avec ça aujourd'hui. Et en fait, il faut pas juger les gens, je pense, enfin, elle a pas... Je dois pas, moi, la juger avec ce qu'elle aurait pensé d'elle rétrospectivement. Ouais. En fait, le temps qui passe vous fait évoluer sur la manière dont vous avez de vous juger, je pense. Moi, je me juge pas pareil aujourd'hui, heureusement, à 52 ans, que je me jugeais quand j'avais 20 ans. Et quand j'avais 20 ans, je pensais que 52 ans, c'était le bout du monde, c'était préhistorique, j'étais une antiquité. Voilà. Mais on accepte au fil du temps, on accepte des choses qu'on n'aurait pas acceptées avant. Et alors justement, vous avez une fille de 20 ans? Ouais, 21. 21 ans. Qu'est-ce que vous lui diriez si demain, vous étiez dans le cas de votre grand-mère? Oh là là, j'ai jamais pensé à ça. On en rit en revanche. Elle me dit, oh, moi je viendrai pas te voir aussi souvent à l'EHPAD que tu vas voir ma amie, c'est insupportable, tu crois que j'aurais que ça à faire et tout ça. Mais elle dit ça avec humour, avec trash, et tant mieux. Je vous assure, le rire de la jeunesse ou le rire de ma fille dans les couloirs d'un hôpital, d'un EHPAD où il y a que des vieux déments, tremblants, qui se pissent dessus, qui se chient dessus et qui se bavent dessus, c'est le meilleur des pansements. C'est le meilleur des antidépresseurs et c'est réconfortant parce qu'en fait c'est le cycle de la vie. Les jeunes seront les vieillards de demain et c'est comme ça. Mais vous, je lui dirais quoi? Moi, je sais pas en fait. Moi, je sais que ma mère, elle a écrit ses volontés. Elle veut pas ça. Elle est médecin. Elle est cartésienne. Elle est rationnelle. Elle est implacable et elle sait ce que la maladie de ma grand-mère va occasionner. Ça. Donc en fait, dès le départ, elle m'a dit, tu verras, elle va tomber, elle se cassera soit le col du fémur parce qu'elle ne sera pas lucide, elle saura pas qu'elle peut pas marcher, et la prochaine dépendance, ce sera le fauteuil. Ça n'a pas loupé, 6 mois après, c'est ce qui est advenu, mais c'est parce que c'est son quotidien, parce qu'elle est médecin et elle voit ça tout le temps et elle connaît. Et je dis mais non, ça va, regarde, ça va, elle est OK, elle bouge OK, elle est bien. Elle dit non, c'est inévitable. C'est la suite logique. Donc, en fait, c'est comme si elle avait en fait 1 ou 2 trains d'avance sur moi. Et moi, je prends les choses au jour le jour. Et elle anticipe. Donc, dans son anticipation, elle sait que rien de bon va advenir. Et elle nous l'a dit. Elle m'a dit, ce sera de pire en pire. Oui, c'est sûr. Et je lui dis, OK, mais bon, en 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Elle marche plus. OK. Alors qu'elle marchait. Elle fait de moins en moins de choses. OK. Elle a de plus en plus de troubles cognitifs. C'est implacable, OK. Mais bon, elle me reconnaît, elle mange du chocolat et elle sourit. Bon. C'est déjà pas mal, hein. Vous dites également au Magnolia, pas de choc de génération, que du 4e âge, de la fin de vie, des cerveaux détraqués, des corps en kit. Et vous dites, la mort fait partie de la vie, la mort est la continuité naturelle, la mort, blablabla, blablabla, blablabla. Ouais. Ça veut dire que, quel est votre rapport, justement, à ça? C'est-à-dire que tout ce que vous entendez, et vous êtes sur une chaîne où on parle beaucoup de spiritualité, bien sûr, d'après-vie, de l'au-delà et des choses comme ça. Quel rapport vous avez? Est-ce que vous êtes dans le blablabla et pour vous, tout ça n'existe pas et c'est pas cohérent et c'est pas cartésien et c'est pas... Ou est-ce qu'il y a une dimension qui vous parle dans cette spiritualité-là? Alors, j'ai été écartelée par 2 tendances et 2 inspirations. Mon grand-père était croyant, il y avait une sorte de spiritualité et il était persuadé qu'il y avait quelque chose après la mort. Je sais pas, une âme, une nébuleuse, un esprit, une continuité, un hommage, je ne sais pas. C'était assez opaque, mais en tout cas, il y avait quelque chose. Donc, c'était assez réconfortant et doux. Et j'ai l'impression que toutes ces années-là d'absence de mon grand-père, on en a tellement parlé entre nous il est toujours là et qu'il existe, même pour ceux qui ne l'ont pas connu, en particulier ma fille. Et ma mère est médecin, je vous l'ai dit, elle ne croit à rien.
Enfin, elle croit à tout, mais pas à ça. Elle croit vraiment à la fin à partir du moment où c'est la fin. Ouais, stop, c'est stop. Et que la mort, c'est stop. Et que, voilà, à partir du moment où le corps s'éteint et décide qu'il n'y a plus de battement, tout s'arrête de manière brute et irrémédiable. Et oui, on peut éventuellement parler de nos défunts, mais qu'il n'y a aucune espèce de spiritualité, ou en tout cas, voilà, il n'y a pas de quoi se raccrocher à quoi que ce soit d'autre. Et vous? Moi, je suis tiraillée entre ces deux inspirations. Ouais, j'imagine. Et encore une fois, j'ai pas la réponse à ça. Je suis parfois comme ma mère et parfois comme mon grand-père. Et je trouve que c'est peut-être plus doux. Moi, j'envie les gens qui ont la foi. Je trouve qu'ils ont beaucoup de chance et que c'est merveilleux, c'est réconfortant et que c'est merveilleux et que c'est beaucoup plus enrobant. Et donc, je trouve que c'est magnifique d'avoir la foi. Parfois, je suis dubitative, voilà. Et je trouve qu'en vieillissant, je suis peut-être plus enclin à avoir de la, on va dire, peut-être qu'en vieillissant, je suis plus comme mon grand-père que comme ma mère. Quand on est jeune, on est jusqu'au boutiste, on est plus radical. Et je me disais, ouais, y a rien. Oui. Mais peut-être qu'en vieillissant, on a besoin de se rassurer soi-même. Et puisqu'on sent que, voilà, c'est la fameuse phrase, on a 2 vies et la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on en a qu'une. Exact. Et donc, cette qu'une vie qui, voilà, quand on a passé 50 ans, on est dans la deuxième partie moins cool que la première. On a peut-être envie de savoir que il y a quelque chose, une sorte de spiritualité, mais, en fait, j'ai envie d'y croire, mais je suis pas sûre d'y croire vraiment. Alors c'est drôle parce que c'est la méthode Coué, quoi. Ouais, exactement. J'y crois, mais j'y crois pas trop. Votre livre s'appelle Ma minuscule, et on dit qu'une femme à 50 ans est une femme majuscule. Ouais. Vous êtes une femme majuscule. C'est une affirmation ou une question? Je prenez comme vous voulez. Non, franchement, moi je trouve que c'est très dur de vieillir. Ouais. En plus, moi, j'ai vécu d'abord, j'étais mannequin quand j'étais jeune. Et donc, mannequin, c'est vraiment un métier qui vous déforme complètement votre vision des choses. Presque top modèle. Oui, exactement. C'était un de mes romans. Exactement. Et en fait, c'est un métier où vous dépendez toujours du désir des autres. Et vous dépendez de si on vous veut ou si on vous veut pas, mais uniquement sur le physique. Pour le coup, vous êtes une star du muet. Donc en fait, votre parole n'a pas d'importance, ce que vous dites n'a pas d'importance. Vous êtes jugé sur votre taille, vos mensurations, votre visage, votre photogénie et votre manière de marcher éventuellement quand vous faites des défilés. Donc c'est à la fois très gratifiant quand vous êtes pris et en même temps très déstabilisant quand vous êtes refusé. Et comme en plus la mode change et c'est des cycles, on peut vous encenser un lundi et vous trouver absolument immonde le mardi. Donc c'est perturbant. C'est très cruel. Donc c'est cruel, mais cette cruauté, vous l'intégrez quand vous avez 20 ans. Donc en fait, elle est ça va parce que vous estimez qu'à 20 ans vous êtes encore on va dire jeune, fraîche et désirable, et que comme par ailleurs quand on vous a dit non, le lendemain on vous dit oui pour autre chose de mieux, une campagne, un défilé, vous partez à Tokyo, vous partez à New York, et donc il y a un truc un peu d'adrénaline, c'est très gratifiant, c'est très euphorisant. Bah du coup en fait le non est balayé par le oui et par le compliment, mais vous dépendez quand même de ça. Et l'œil du mannequin, et là 100% des mannequins sont comme ça, en tout cas même des anciennes que je connais et des anciennes de mes collègues. En fait, vous avez appris à vous épier. En fait, votre œil n'est plus un œil, c'est en fait une loupe grossissante. C'est un scanner. Et du coup, vous regardez tout, vos détails, vos rides, vous connaissez la moindre parcelle de votre peau, de votre corps, de tout, parce qu'en fait, vous êtes, comme vous êtes jugé, vous vous scrutez, vous êtes mesuré. En fait, quand vous faites les défilés, moi, je sais, quand je faisais la Fashion Week, encore plus à Milan qu'à New York ou à Paris, mais à Milan, voilà, on vous demande de marcher sur un podium en string cher et vous êtes scruté comme, voilà, une vache au salon de l'agriculture. Et après, on vous mesure les hanches, la taille et tout ça. Et donc, c'est au centimètre près. Donc, cette hyper exigence par rapport à votre corps, vous savez très bien que cette exigence-là va forcément réduire au fil des années. Parce qu'il va falloir se défaire petit à petit d'une taille 34 pour passer à une taille 36, 38, 40, parce que c'est normal, plus ou moins,
d'avoir un corps de femme, puis après il y a une maternité, puis après le temps passe. Pareil ça, pour ça les vous a rides. hanté Alors ça m'a pas honté. J'ai très vite considéré qu'il fallait l'accepter parce que ou sinon en fait vous devenez comme toutes mes copines anciens mannequins quoi. Vous devenez névrosés, sous antidépresseurs, sous anxiolytiques ou avec des bistouris ou des injections ou pire. Voilà, parce qu'en fait c'est un combat perdu d'avance. Enfin, on peut pas rester à 20 ans toute sa vie. Donc être une femme majuscule, à moins de mourir. C'est accepter de vieillir? Ouais, je pense que c'est accepter de vieillir. Et vous acceptez de vieillir? On n'a pas le choix. Évidemment. On n'a rien trouvé de mieux. Mais je veux dire, ça ne vous entête pas. Je veux dire, c'est pas un truc qui vous obsède. Ça m'emmerde. Et vous êtes toujours devant la glace à scruter? Non, c'est fini ça. Sinon c'est horrible. Non, mais franchement, c'est insupportable. Mais je pense que toutes les femmes de 50 ans sont confrontées à ça. Ouais. Le regard, le temps qui passe, le visage qui n'est pas le même quand on a 50 ans, quand on se réveille le matin. Il s'est passé un truc il y a pas longtemps, lors de la promo de ce livre-là. J'en parle parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est très révélateur. J'ai fait une promo pour mon livre sur un podcast de Fred Hermel pour RMC. Un moment formidable sur le livre, journaliste formidable et tout ça. Et c'est la radio. Et la radio, en fait, moi j'y suis allée à l'arrache, pas maquillée, rien, normal quoi. Je suis allée parler de mon livre. Et sauf que moi, à la télévision le soir, puisque je suis aussi chroniqueuse dans une émission de télé, c'est des lumières de télé, on est maquillé, on est coiffé, on est arrangé, on est sublimé. Tout le monde est beau. En tout cas, on est mieux que au saut du lit. En tout cas, pour moi. Oui. Et en fait, il n'y a pas eu un commentaire sur mon livre. Il n'y a pas eu un commentaire sur le propos. La violence. Il y a eu 100% de haters sur mon physique. Autant d'hommes que de femmes. Même peut-être plus de femmes. Dis donc, qu'est-ce qu'elle est moche. Bravo les coiffeurs et les maquilleurs de TPMP. Ce sont des artistes. Oh là là, au secours. Qu'elle est horrible. Mais elle a quel âge? Elle a 80 ans, c'est pas possible. Bonjour, elle devrait faire de la chirurgie esthétique. En fait, une sorte d'injonction pour les femmes. Mais à quel moment on parle du physique des hommes, en fait? À quel moment on disait que le journaliste qui m'a interviewé, il avait du bide ou il était chauve? Donc, je vous dis, il y a une pression pour la femme. Un homme de 50 ans, on va jamais lui dire, il a des tempes grisonnantes, il a des poches sous les yeux, il a des rides, il se déplume. Dis donc, le gainage, là, en fait, la femme, il y a une sorte de pression permanente. Et en fait, j'ai voulu poster ça parce que je me suis dit, mais en fait, foutez-nous la paix, quoi. Foutez la paix aux femmes, qu'elles soient botoxées ou ridées. En fait, la femme, elle fait ce qu'elle veut. Et en fait, elle vous emmerde, en fait. Et j'ai trouvé ça tellement violent. Alors, moi, ça va parce que ça m'a pas vexée. J'ai trouvé juste ça incroyablement révélateur par rapport à la violence de la société pour les femmes. Et je trouvais que c'était important. Flavie Flamand avait fait ça il y a quelque temps aussi, parce qu'on lui avait reproché d'avoir grossi ou je sais pas quoi. Mais en fait, stop, quoi. C'est incroyable. Et pareil je trouve que pour les femmes politiques, ça passe toujours par le physique. Soit elle a les cheveux courts, elle est masculine et elle est moche, soit elle est féminine et à ce moment-là, elle est vulgaire. Stop! Je trouve que c'est insupportable. En tout cas, vous préférez avoir 50 ans aujourd'hui ou 50 ans en 2024 ou vous aimeriez avoir 20 ans en 2025? Alors, j'aimerais bien avoir mon cerveau d'aujourd'hui, bien sûr, mon expérience et avoir pas 20 ans, 30 ans. 30 ans. 30 ans. C'est le bon âge, 30 ans pour vous? Ouais, moi je trouve que 30 ans c'est pas mal. 30-45. Mais avec la maturité de 50. Oui, avec ma vie d'aujourd'hui, avec mon compagnon d'aujourd'hui, bien sûr, avec tout d'aujourd'hui, tout mon environnement, ma fille de 20 ans. Tout parfait. Voilà, c'est possible ou pas? Vous pouvez faire quelque chose pour moi? Alors, je peux passer 2-3 coups de fil parce qu'on a un téléphone céleste qui est ici, donc on est directement relié aux instances célestes. Merveilleux. Écoutez, j'attends qu'il sonne alors. Revenons évidemment sur cet ouvrage encore une fois. D'abord qui est très chronologique. Oui. Il y a les heures, il y a les dates, tout est parfaitement. Oui. Et il y a effectivement. C'est un journal de bord, vraiment. C'est un journal de bord, raison. voilà. Ouais. Et on suit ça au fur et à mesure. Dès les premières pages, on est immédiatement plongé dans évidemment cet accident de l'AVC qui est incroyable. 150 000 personnes par an font un AVC. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément des personnes âgées. C'est un truc c'est un truc de santé publique. Certains disent que quand on est confronté à ça, on a envie de connaître les gestes de secours et on devrait tous se former aux premiers gestes de secours. Oui, non, c'est vrai, bien sûr. En fait, moi, je pense qu'il faut tout de suite appeler le SAMU. Tout de suite. Un membre qui lâche un mug ou un verre, la parole qui ne vient pas,
un visage qui dégouline un peu. Voilà, ça a été ça pour moi en tout cas. Et dans ce livre, il y a aussi l'hommage que vous rendez à tout ce personnel soignant. Oui. Et vous rencontrez des gens formidables. Oui. Il y a Romain, Patricia, il y a Soraya, Youssef, Marie-Chantal, il y a Rose, il y a Anastasia, Rachid, etc., etc. Oui. Du neurologue en passant par le pompier, les secrétaires aux urgences, etc., etc. Et vous voyez dans quelles conditions ils travaillent. Oui. Et il y a des gens formidables. Il y a que des gens formidables. Ils ont tous un petit mot, ils ont tous, et ils sont dévoués. On sent qu'effectivement, ils sont dévoués. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'est-à-dire que, une fois que je suis partie dans le journal de bord de la maladie de ma grand-mère, qui m'a aidée aussi à accepter, à décrire, à comprendre une déclaration d'amour à ce grand âge, je me suis dit que c'était bancal. Et je me suis dit, en fait, j'étais tellement épatée par tous les soignants que j'ai croisés et par tous ceux qui se sont occupés de ma grand-mère, même en coup de vent, et qui étaient invisibles pour ma grand-mère, parce que ma grand-mère n'avait pas toute sa tête et que donc, du coup, elle ne se souvient pas de Youssef, de Soraya, de Gaëtan, de Rachid. Elle ne s'en souvient pas. Et je trouvais que ça injuste. Et donc, j'ai voulu visibiliser ces soignants. J'ai voulu savoir qui ils étaient. J'ai voulu savoir pourquoi ils avaient fait ce parcours, pourquoi ils avaient décidé de s'occuper du grand âge, par exemple. Ça m'intrigue. Parce que je me dis, mais à quel moment on décide de faire ça? Oui, il y en a qui disent, d'ailleurs, la directrice de l'EHPAD, elle dit, Dorothée, je ne changerai pour rien au monde. Incroyable. Ce métier. Et je vous assure, j'ai rencontré des gens, je me suis dit, waouh. En fait, ça m'a réconciliée avec l'humain, avec l'humanité. Je me suis dit que le monde était violent, qu'il n'y a rien qui allait, qu'on n'arrête pas de dire que dans les hôpitaux on meurt, qu'on maltraite nos vieux dans les EHPAD. Et c'est des mouroirs. Et que ça existe. Ouais. Et que c'est une réalité. C'est aussi une réalité. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais qu'il y a aussi une autre réalité. Que c'est bien aussi de prendre un pas de côté et de dire que il y a aussi des trucs qui fonctionnent. Moi, quand j'appelle, je suis en Essonne chez mes grands-parents à Rissorangis, j'appelle le SAMU, j'ai une dame au téléphone et que les pompiers arrivent. Je vois le visage, à la fois je suis spectatrice et actrice de ce qui se passe. Je le vois prodiguer les premiers soins, prendre ma grand-mère sur le brancard, l'attacher. Je lui dis, est-ce que je peux venir dans l'ambulance? Il me dit, ok. Il fait froid. Je me souviens de tout ça. Ça dure 10 minutes le trajet pour arriver à Corbeil-Essonnes. Il est bienveillant. Il la couvre avec une couverture et tout ça. Bon, ben, lui, j'ai mis du temps à le retrouver. Mais ce pompier-là, ça a été le premier de cordée pour sauver ma grand-mère. Il s'en souvenait à peine parce que cette journée-là, il a dû sauver, intervenir 10, 20, 30, 50. En plus, il est pompier volontaire, en plus d'être pompier professionnel. Moi, je veux savoir pourquoi c'est ça sa vie. Pourquoi il a voulu faire ça. Pareil, après, quand elle disparaît dans les couloirs de Corbeil-Essonnes pour faire IRM et thrombolyse, pour justement que très vite, on voit l'AVC et on puisse réduire le caillot pour qu'il y ait le moins de dommages possible. Pareil, cette interne en neuro, qui elle est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui fait qu'elle a voulu faire ça. Moi, je veux absolument savoir qui ils sont, leur parcours, leur vocation. Et en ayant vécu ça, vous avez maintenant aujourd'hui un autre regard sur ces métiers-là et sur le corps médical. Alors, ma maman est médecin, donc j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, beaucoup d'empathie, beaucoup de... Bon, ma mère est dingue, elle est fantastique, c'est pour moi la meilleure du monde, mais j'ai vu des gens dévoués, humbles, attentionnés, et qui font un métier tellement ingrat, et qui ont toujours choisi... Enfin, moi, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit, nous, on fait de la gériatrie parce qu'on veut. C'est pas parce qu'on a voulu faire autre chose et faute de mieux. C'est pas une voie de garage pour eux, c'est une vocation. Pour des raisons d'ailleurs qui m'expliquent, personnelles, soit parce qu'ils ont perdu un parent très très jeune et que ça a été pour eux une sorte de manière de faire le deuil ou d'accompagner les vieux. Soit parce qu'ils trouvent que c'est d'une manière... Marie-Adeline me dit, de manière beaucoup plus froide et médicale et un peu comme ça à distance, elle me dit, moi je trouve que c'est la spécialité la plus intéressante médicalement parce que ça fait appel à tout. L'orthophonie, la kiné, la chirurgie, le cognitif, l'organique et tout. Elle dit, c'est ce qui m'intéresse le plus d'un point de vue médical. Ok. Et donc, vocation, ils me parlent de leurs conditions de travail, mais pas tant que ça, alors qu'on ne parle que de ça dans les médias. Ils me donnent leur salaire, tous, qui est dérisoire. Exact. Mais je leur dis, bon, ok, vous gagnez évidemment pas assez, c'est un scandale, mais c'est pas ce qu'ils retiennent, en fait. Ils me disent, aucun me dit vraiment,
on n'est pas assez payé et c'est un scandale. D'ailleurs, c'est pas une des revendications. Non, c'est pas leur revendication. Hein. Oui, leur revendication, c'est l'humain. Oui. C'est en fait, on nous parle comme de la merde. Et l'organisationnel. L'organisationnel et les familles, ceux qui viennent. Stéphane, le patron des Magnolia, me dit, moi, là où j'ai le plus de problèmes, c'est avec les familles. C'est eux les plus maltraitants. C'est eux les plus odieux. Avec le personnel, avec les aides-soignants, avec les infirmiers. Et c'est ce que j'ai constaté, en fait. Voilà, j'avoue, c'est un témoignage. Parce qu'en fait, j'ai vu que quand les familles viennent, tout leur est dû. Et comme c'est très compliqué, quand on est famille, d'arriver dans une chambre et de voir ce qu'on a aimé diminuer, sale, parce qu'ils ont mal mangé, parce qu'ils en sont foutus partout, parce que le personnel, il a tout un couloir et qu'il n'a pas forcément eu le temps de tout de suite changer tel vieux monsieur ou telle vieille dame. Donc, du coup, il va s'en prendre plein la tête, en fait. Et on va lui dire, oui, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Donc, en fait, les gens sont très, très, très mal polis. Aujourd'hui, à Sainte-Périne, quand vous arrivez dans les couloirs des soignants, il y a des écriteaux. Merci de bien parler au personnel. Merci de ne pas en venir aux mains. Et les portes sont fermées, des cadres de santé. Fermées à clé de l'extérieur. Vous ne pouvez pas rentrer. Mais ça, c'était pas comme ça avant. C'est dire. Parce que les familles sont beaucoup trop agressives. Et parce que ça peut se passer mal. Et que parfois, il y en a qui en viennent aux mains. À quel moment on en vient aux mains avec un soignant qui change la couche de votre grand-père, qui lui donne la douche et qui lui donne à manger? Alors moi, je pense que, bien sûr, il y a peut-être de la violence, peut-être qu'il y a de la maltraitance, évidemment que ça manque de moyens, de tout ça, mais déjà, commençons par dire bonjour Irma, bonjour Gaëtan, bonjour Laure, ça va vous? Comment ça s'est passé aujourd'hui avec ma grand-mère? Comment ça s'est passé avec mon père? Vous en pensez quoi? Et vous, les enfants, ça va? Et vous, votre vie? Ah, vous avez été en vacances? Et comment ça s'est passé? Vous avez fait quoi? J'apporte des chouquettes à ma grand-mère. J'apporte une poche de chouquettes aux équipes. En fait, ça change quoi? Mais ça n'existe pas. On a complètement déshumanisé. Et en fait, si on déshumanise notre relation, nous, de famille soignant, avec des soignants qui sont totalement, qui comprennent tout, qui ont tous les tenants et les aboutissants, on peut pas leur reprocher après à eux d'être moins en empathie avec nos vieux. Je veux dire, tout nous est pas dû, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi leur rendre hommage, parce que c'est ce qu'ils m'ont dit le plus. Nous aimerions qu'on nous parle avec beaucoup d'humanité. Un peu plus de considération. Mais pas que de la considération pécuniaire et financière, la considération humaine. Et c'est vrai que quand j'ai apporté un paquet de chouquettes, au début, ils étaient très intimidés. Ils ont dit, pourquoi elle fait ça? C'est bizarre. Ils trouvaient ça suspect. Je trouvais que c'était la moindre des corrections, la moindre des choses. De la même manière, j'apportais de la même manière une petite chouquette ou un petit chocolat ou une petite glace à la voisine de chambre de ma grand-mère qui n'avait 0 visite. Parce que j'étais tellement meurtrie de voir ça. Et comment vous expliquez ça aujourd'hui? C'est un problème de quoi? D'éducation? Un problème de respect? De valeur? Ouais, moi je pense que tout fout le camp, qu'on respecte plus rien. Je pense que la médecine est gratuite. Donc en fait, quand c'est gratuit, on a l'impression que comme l'argent est un peu au centre de nos sociétés, tout nous est dû en fait. Et à l'assistance publique, où était ma grand-mère est dans un EHPAD public. Ça a été long pour avoir une place. En gros, on a une place quand quelqu'un meurt. On a attendu pratiquement 7 mois. Mais c'est pas parce que c'est gratuit qu'on doit parler. Enfin, c'est pas gratuit. Hein. On paye 3 000 € par mois. Donc ça n'est pas gratuit. C'est très cher. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est pas parce que c'est gratuit ou c'est pas cher ou c'est une assistance publique ou c'est la PHP qu'on doit pas être très 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 poli avec ces gens qui travaillent là, qu'on doit pas les regarder dans les yeux, qu'on doit pas leur dire merci. Moi, chaque fois que quelqu'un torche ma grand-mère, je lui dis merci en fait, parce que je le ferai pas moi-même. Et ils n'ont pas cette considération-là. Quel âge elle a aujourd'hui? 94. 94. Oui. C'est beau. Oui, c'est incroyable. C'est beau. Oui, c'est âgé. Et elle est en pleine forme. Oui. Bon. Elle est dans sa forme à elle, mais elle est en pleine forme. En tout cas, aujourd'hui, donc vous allez régulièrement, j'imagine, lui rendre visite. C'est important pour vous d'y aller? Oui, c'est indispensable. Ouais. Tout ça se mêle. C'est à la fois l'obligation, la culpabilité, c'est ce que j'allais dire. La curiosité, l'envie, voir qu'elle ne manque de rien. Ouais. C'est surtout ça quelle est la raison première? C'est parce que vous voulez profiter. C'est l'amour. Je me dis qu'elle a fait 1 milliard de fois plus pour moi. Ouais, c'est ça. C'est la moindre des corrections, je sais pas.
Et aujourd'hui, quand elle vous reconnaît? Oui, elle me reconnaît. Elle me reconnaît. Elle est contente. Et sa petite fille aussi? Son arrière-petite-fille oui, aussi? son arrière-petite-fille aussi, ouais. Elle est un peu perdue au niveau des âges. On a à peu près tous 30 ans. Mais même elle, parfois, elle dit qu'elle a 30 ans. Alors, mais évidemment, on la connaît pas, mais quand on la voit sur la photo comme ça... Elle est stylée, hein. Ouais. D'abord, elle a la classe. Ouais, elle est très classe. Et en plus de ça, il y a un mélange de douceur et de poigne. Oui, c'est vrai, mais c'est ça, ma grand-mère. C'est la douceur et la poigne. Ça se voit dans son regard que, oui. Elle a une volonté, elle est tellement résiliente, elle est tellement opiniâtre et pugnace, c'est incroyable. La première phrase qui me vient, c'est « tu vas pas me la faire ». Oui, c'est un peu ça, vous avez raison. Il y a 3 jours, je suis allée la voir. Elle était dans son lit, elle avait les jambes nues, et je lui ai dit qu'elle était belle. Elle adore que je lui dise qu'elle est belle. Elle est coquette. Elle n'est pas coquette, mais ça lui, on va dire, ça lui allume quelque chose dans son cerveau, d'une coquetterie ancienne, qui lui fait du bien, qui la réconforte. Elle est élégante. Donc je ne lui fais que des compliments. Ouais. Donc je dis t'es fraîche, t'es belle, c'est incroyable. Elle me dit tu trouves. Bon voilà. Et après je lui dis mais c'est incroyable mamie, tu bouges bien tes jambes. Et elle a commencé à faire du vélo dans le lit. Je dis bon mais ça va, te fatigue pas. Elle dit non, j'ai de la volonté. Donc en fait ça ne sert à rien de faire du vélo dans un lit, mais elle voulait me montrer qu'elle avait de la volonté, qu'elle était disciplinée. C'est une bête de discipline, ma grand-mère. Jusqu'à 92 ans, elle faisait sa gym tous les jours chez elle. Elle était en totale autonomie jusqu'à cet AVC. Est-ce qu'elle a peur? Non, elle a peur de rien. Elle a plus de peur. Elle a plus de peur. Elle a peut-être peur que son placard soit mal rangé. Donc on doit tout le temps lui prouver que le placard est bien rangé. Mais sinon, elle a peur de rien. Elle a peur de plus avoir de chocolat dans son tiroir à droite. C'est des peurs, voilà. C'est ses frayeurs à elle. Elle a plus peur de rien. Elle est complètement, elle sait pas qu'on est, elle sait pas Paris, elle sait pas, la France, elle sait pas, la politique, elle sait pas, elle sait plus rien. Elle parle plus de son passé. Il lui reste quelques bribes, parfois j'en parle. De souvenirs. Il y a juste un truc qui est assez magique. Parfois je lui fais écouter de la musique, des vieilles chansons de Aznavour, de Dalida. Bah ça, elle va s'en souvenir très bien, même des paroles. Alors que par ailleurs, tout est éteint. Donc c'est bizarre la mémoire. J'avoue que je comprends pas tout, mais voilà. Comme s'il y avait des petits tiroirs et que dans l'AVC et l'Alzheimer après, bah, dans des tiroirs qui sont tous vides ou cassés ou je sais pas par terre, il y a des fonds de tiroirs avec des petits résidus de mémoire d'autrefois, avec une chanson d'Aznavour qu'elle va chanter. Le temps qui court, par exemple. Qu'est-ce qui vous manque le plus d'elle? Le temps qui court, c'est Chamfort. C'est Le temps de Aznavour. Qu'est-ce qui me manque le plus d'elle? De l'appeler. Voilà. Parce que j'avais installé le téléphone dans l'EHPAD, mais ça sert à rien. Elle répond pas, elle est pas capable, elle comprend pas trop. En tout cas, je trouve que c'est un beau témoignage. On sent cet amour et on sent l'amour qu'il y a dans cette famille. Hein. Ouais. Ça se sent, ça se voit avec votre fille à droite, votre maman. On a vraiment également. les 4 mêmes têtes. Quoi. Ah mais c'est même pas drôle. C'est du copier-coller. Hein, à part les cheveux qui changent, tout est pareil. Oui, absolument. Et c'est intéressant de vous voir les 4 générations comme ça. C'est beau. C'est touchant. Moi, je trouve ça extrêmement touchant. Est-ce qu'elle sait que vous avez écrit sur elle? Oui, bien sûr. Alors là, j'ai mis la couverture du livre dans sa chambre en grand. Ah, fort. Je lui ai apporté Gala parce qu'on avait fait des photos ensemble pour Gala, des très jolies photos. Donc le Gala est ouvert sur sa table, voilà, c'est ouvert en grand comme ça. Elle a un livre aussi et elle est super fière, très contente, mais comme elle l'oublie à chaque fois, je lui dis oh regarde mamie, t'es sur le livre, ça fait oh c'est bien. Donc en fait c'est une maladie qui a un avantage, c'est qu'on n'est jamais blasé. On est toujours enthousiaste parce qu'on redécouvre le lendemain tout ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est le contraire de l'aigreur. Ouais. Donc c'est chouette. En fait, c'est le contraire de ma fille qui a 20 ans et toujours blasée de tout. Donc c'est vraiment l'antipode. Juste un petit mot sur votre fille. Quel regard elle a sur sa maman aujourd'hui, sur la notoriété de sa maman, sur ce que vous faites, sur tout ça? Elle s'en fout? Franchement, ouais, elle s'en fout. Ouais. Bon. Elle prend ça avec beaucoup de distance, beaucoup de recul. Et encore une fois, elle se moque de son arrière-grand-mère, de sa grand-mère et de sa mère. Avec beaucoup de douceur et de bienveillance, et ça me fait marrer parce que ça remet tout bien d'équerre. En place. Ouais. Bon. D'équerre, c'est une expression très boomer, elle me dirait, par exemple. Oui.
Elle me dirait, c'est trop vieux ça, il faut arrêter toutes C'est ces ça. expressions. Expression de 1975. Ouais, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Voilà, ça c'est cette photo qui est évidemment très jolie. J'adore. Alors j'embrasse la photographe Sandrine Gomez qui est une photographe française très talentueuse qui vit à Los Angeles et qui maintenant fait que des photos de tout ce qui se passe à Los Angeles et elle vit un drame là-bas puisque donc du coup tout a été rasé et donc je l'embrasse fort. Voilà. Je l'enverrai la vidéo de ce qu'on a fait ensemble. Elle a beaucoup de talent. Mais on va pas me la faire ou tu vas pas me la faire, c'est vraiment écrit sur son visage. Mais vous trouvez pas que franchement quand je vois cette photo, je sais qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Et en même temps, elle a un truc elle est hyper digne. Oui, tout à fait. C'est ça qui est, non, mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est, oui, alors. Oui, c'est ça. Et alors? Oui. Tu crois quoi, toi? Elle doute de rien, quoi. Oui, non, mais complètement. Elle doute de rien. Elle doute de rien. Elle doute de rien. Alors, Géraldine, pour terminer, je voudrais, merci en tout cas pour toute votre, votre attention. Merci à vous parce que votre lecture du livre et tout, c'est hyper précieux. Merci beaucoup pour le temps que vous y avez pensé. En plus, il y a des tas de... Il vous a plu? Mais oui, mais en plus, moi, je trouve ça extrêmement touchant. Et je vais vous dire, je suis un obsédé des dates et des heures. Ah. Alors, vous avez aimé ma grand-mère, du coup. Oui, exactement. Elle demande tout le temps quelle heure il est. Exactement. Et j'aime la chronologie des faits. Ok. Je trouve ça. Et quand on ponctue, évidemment, cette chronologie au travers de cette histoire qui est évidemment très touchante et prenante, il y a tous ces gens qui sont dévoués corps et âme, qui gagnent 1000 balles, 1200 balles ou 1500 balles par mois, sauf évidemment pour les neurologues. Mais au-delà de ça, je veux dire, on se dit quand même que ce sont des gens... Quand on dit que c'est une vocation, ça peut pas être autre chose. Hein. Ouais. Et en fait, je voulais les englober au livre aussi parce que, comme ils étaient anonymes, je voulais pas les laisser sur le bas-côté. Bien sûr. Et comme j'étais en promo pour mon livre, de la même manière, j'ai fait une petite soirée pour la sortie de mon livre. Il y avait tous les soignants qui étaient là. Donc, c'était hyper émouvant pour moi parce qu'en fait, moi, je les vois plus, mais eux, ils sont toujours dans les couloirs de Sainte-Périne, des Magnolias. Ils s'occupent toujours d'une nouvelle minuscule. Avec la même bienveillance, la même attention. Et du coup, je trouvais que il méritait de la lumière, de la bienveillance, de l'humain. Et si, à travers cette émission, quelques personnes se disent « Ah ouais, l'aide-soignant qui s'occupe de ma mère ou l'infirmier qui s'occupe de mon grand-père, ok, la prochaine fois que j'y vais, j'apporte un pain au chocolat pour les deux. Ou un sourire. Ou un sourire. Ou une attention, un bonjour et tout. » Franchement, j'aurais vraiment gagné. En fait, j'aurais fait au moins ce livre pour ça. Petit exercice final. On a une rubrique qui s'appelle « Je pense jeudi ». Oui. Début de phrase. C'est bien prétentieux. Je dis plus que je pense. Hein. C'est vrai? Non, je sais pas. Non, bah non. Non, vous pouvez pas dire. Non, vous pouvez pas dire « Je dis, donc je pense ». Non, vous pensez d'abord. Je pense donc je suis. Vous pensez d'abord et après vous le dites si vous le souhaitez. Mais j'ai l'impression que de plus en plus on dit puis après on pense. Ah il vaut mieux pas. Oui, mais j'ai l'impression que c'est plutôt tendance. Bon, c'est pas faux. Début de phrase et vous le finissez. Pour moi, le bien-être commence par bien dormir. Et vous y arrivez? Oui, je suis une très grosse dormeuse. D'accord. Quels que soient les aléas de la vie, je dors. Ça c'est bien. Oui. Vous n'avez pas besoin d'un petit cachet, un petit truc. J'ai jamais rien pris. Une petite tisane du soir, histoire de bien dormir. Oui, éventuellement les 2 marmottes, 1, 2, 3 sommeils. 1, 2, 3 sommeils. Ouais. Quand je suis confrontée à un défi, je me rappelle toujours que même si j'échoue, ça peut être une bonne chose. Donc l'échec. Ouais, moi j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de refus dans ma vie, j'ai eu beaucoup de non. D'ailleurs, les années de mannequinat m'ont appris à ça. Parce que, en fait, c'est gérer des non et les accepter. Et parfois, quand on vous dit non, c'est mieux que quand on vous dit oui. Et est-ce que vous savez dire non? Je pense que pour moi, savoir dire non, c'est un signe de force et de liberté. J'ai pas toujours dit non. Parfois j'aurais dû, mais je pense qu'en vieillissant, je sais peut-être plus dire non. Pour moi, le geste ou rituel qui m'aide le plus au quotidien, c'est... Vous avez des rituels? Embrasser. M'étirer. Et
C'est tout. Faire du sport, du tennis. Mais c'est pas un rituel, c'est plus une routine. Une routine. Ouais. Pour moi, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi-même, c'est être indulgent. C'est éviter l'autoflagellation. Parce qu'en fait, elle est stérile, elle est toxique et elle n'avance à rien. On peut être lucide sans s'autoflageller. Donc se faire du bien, se dire s'aimer un petit peu, sans pour autant être totalement mais c'est ça, prétentieux. C'est ça être spirituel. Ah, alors je suis spirituelle sans savoir. Magnifique. J'aurais au moins ça. Ma plus grande source d'énergie positive, c'est ma famille. Oui. Ma famille, le socle familial, les repas en famille. Ça, la famille, c'est important pour vous. Oui, hein. très important. Ça se sent. Hein. Ouais. Et ce que j'ai construit aussi maintenant et tout ça, c'est hyper important. Bon, vous êtes une femme heureuse? Oui. Ouais. Oui. Je pense que hésité? Oui, parce qu'en fait, heureux, il y a un truc un peu perché, un peu définitif. Je pense que je suis une femme chanceuse. Privilégiée. Oui, privilégiée. Et ça, il faut se le dire tous les jours. Privilégiée parce que vous avez travaillé pour, privilégiée parce que vous avez été éduquée pour. Parce que je pense que ma grand-mère m'a éduquée pour, que ma mère m'a éduquée pour, et que parce que je pense que j'ai fait les bons choix et que je suis bien entourée. Je suis pas seule, mais que je suis vraiment bien entourée. Donc et que c'est ce qui est le plus important. Vous pensez qu'une existence réussie passe par d'abord un modèle d'éducation? Oui, je suis persuadée. Je pense que tout ce qui fout le camp aujourd'hui dans la société, c'est parce les gens sont pas éduqués, ou mal éduqués, ou éduqués en dépit du bon sens, ou avec beaucoup de, je sais pas, pas d'exigence. Je pense qu'il y a des valeurs, il y a un socle, il y a des principes qui pour moi sont indispensables et très importants. Vous avez des principes? Je sais pas, mais en tout cas, j'espère que je les ai inculqués à ma fille et que je les ai pas oubliés en les lui inculquant. Sauf qu'il faut qu'elle arrête de se moquer. Non, ça, il faut qu'elle le garde. C'est un signe de bonne santé. D'accord. Et de se moquer et de l'accepter. Bon. Ça, c'est important. Allez, dernière image. Oula. Oh, c'est trop mimes. Mais comment vous avez eu ces photos? Ah, et elles sont sur mon Insta, peut-être. Je suppose, oui. Alors ça, c'est moi. Je pense que je croyais encore au Père Noël. Je suis très élégante à gauche. Et cette photo à droite, elle a été prise. C'est pas une ambiance communion, ça, à droite? Non, je crois pas. Non, parce que j'ai pas fait ma communion. Okay, d'accord. Mais elle est mignonne aussi. Est-ce que quand vous voyez ces photos, je me suis déjà retrouvé devant une photo comme ça, où je me vois à 4 ans, 5 ans, etc. Et je me dis, quelle est la phrase que vous auriez envie de vous dire? Je vous dirai la mienne après. Votre phrase à vous que vous vous êtes dit? Ouais. À vous-même? En me regardant. En vous regardant? À l'âge de 5 ans, par exemple. Alors, quand j'étais petite. Qu'est-ce que vous vous diriez, là, aujourd'hui? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Moi, par exemple, si je vois ma photo petit, je regarderai cette photo et j'aurais envie de dire à ce môme, je lui dirais 2 choses. Je lui dirais, franchement, tout ça pour ça. Ah ouais? Arrête de t'inquiéter. Ah, donc, mais tout ça pour ça, c'est pas arrête de t'inquiéter, hein. Non, c'est 2 phrases différentes. C'est 2 phrases qui n'ont rien à voir. Absolument. Parce que tout ça pour ça, il y a un truc un peu désabusé. Alors tout que, ça pour ça. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter, il y a un truc au contraire très positif. Vas-y, lâche-toi, pas de soucis, lâche-toi, tu vas voir, tout va bien se passer, en fait. Absolument. Enfin, pas le tout va bien se passer de Darmanin. Je dirais, avec ce petit, qui mettait un col roulé rose avec un collier à cet âge-là, déjà, ça n'a aucun sens. Donc déjà, je vais faire un procès à ma mère. Non, je dirais, t'as peut-être pas eu beaucoup de chance au départ pour plein de raisons, mais tu t'en es très très bien sorti. Pourtant, vous pensez ne pas avoir eu beaucoup de chance au départ? Oui, parce que j'ai une maman qui est handicapée, parce que j'ai pas eu de père, donc voilà. Mais finalement, grâce à tout ça, tu t'en es très bien sorti. Parce que si je suis écrivain, c'est parce que ma maman n'entend pas. Voilà, pour plein de raisons comme ça. Donc du coup, je me dis... et c'est bien pour ceux qui nous écoutent aussi, quand on n'a pas forcément tout bien au départ,
Même si je suis pas à plaindre, hein, parce que j'ai une maman exceptionnelle, une grand-mère exceptionnelle, mais et voilà, que vous avez été gâté par la nature aussi. C'était pas une carte postale idyllique. C'est vrai. Mais non, parce que à 12 ans, quand je fais 1m82, c'est horrible, c'est effroyable, c'est un cauchemar. Oui, c'est vrai. Mais je suis complexée, il y a rien qui va. Je dépasse tout le monde de 4 têtes et tout. Après, j'arrive de Toulouse, j'arrive à Paris, j'ai un accent du Sud à couper au couteau, on se fout de moi. Franchement, c'est un cauchemar. Non. Donc je me dis finalement de tous mes défauts. En fait, de tous mes défauts, j'ai fait des qualités. Ou en tout cas, j'ai fait des atouts. J'ai essayé de faire des atouts. J'ai essayé. Et ça, c'est génétique. Hein. C'est génétique. Ah oui. Une grand-mère devait être comme ça. Alors, je vais lui dire. Je pense. Quand on voit la force de caractère qu'il y a au travers de son regard, je pense qu'elle est beaucoup plus forte que moi. Sa petite fille. Oui, j'ai l'impression qu'en vieillissant, les générations, au fil des générations, on est de moins en moins fort. Ouais. Oui, vous êtes de l'Union. Oui, de Toulouse. Ouais, de Toulouse. À côté. Je connais bien. Merci infiniment, Géraldine. Merci pour votre écoute et cet échange qui est précieux. Merci. Parce que c'est rare aujourd'hui dans les médias le temps long est rare. On a le temps. Ouais. On a le temps. C'est chouette. Chez HarperCollins, lisez ce livre parce que c'est une belle déclaration d'amour. C'est un très bel hommage également au personnel soignant, à toutes les institutions médicales qui souffrent aussi, effectivement, beaucoup, en France. Et on sait combien c'est parfois. Dites-leur bonjour, dites-leur merci. Juste ça déjà. Hein. C'est pas mal, c'est beaucoup. Hein. Au vu de ce qu'ils m'ont dit, c'est beaucoup. Mais c'est vrai que quand on arrive dans une cage d'ascenseur d'un établissement hospitalier et qu'on voit une affiche où il est préconisé de parler correctement au personnel soignant, c'est hallucinant. Vous trouvez pas que c'est hallucinant ? Non, mais on est complètement d'accord. Voilà. Ça commence lunaire. par ça. C'est lunaire. Et c'est pourtant une vérité. Ouais. Ça existe. La minuscule. Ma minuscule, on a tous une minuscule sans doute, et en tout cas, j'espère que vous en avez encore une. Et voire deux, évidemment. Prenez soin de vos minuscules. C'est joliment dit, en tout cas. Et puis, donc c'est Mamie, vous l'appelez ? Mamie Téti. Mamie Téti. Téti par rapport à l'abréviation de Tétine. Tétine. Voilà. Vous faites une bise ? Vous allez la voir quand ? Je vais la voir ce week-end. Ce week-end ? A priori, ouais. Et vous passez beaucoup de temps quand vous y allez ? Je vais souvent déjeuner avec elle. Enfin, elle déjeune, elle, de son côté, à midi, très tôt. Et après, moi, j'arrive avec mon petit gueuleton, mon casse-croûte, et je mange dans sa chambre. Et elle est contente à chaque fois ? Oui, elle est contente, surtout quand je range ses placards. Qu'on range inlassablement. Hein. Je sais plus si Michel Drucker est toujours l'après-midi ou pas. Michel Drucker a lu le livre. Parce que elle le regarde tout le temps. Parce que en fait, oui, effectivement, elle fait son AVC devant Michel Drucker. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai donné mon livre à Michel Drucker, qui l'a lu, qui m'a appelé, il a été bouleversé. Ouais. Ça m'a fait plaisir parce que lui-même a traversé une période très difficile. Bien sûr. Et en fait, il m'a dit, tout ce que vous racontez sur les soignants, sur le personnel soignant, l'hôpital, les couloirs, les traitements même, c'est quelque chose que je connais, que j'ai traversé. Ça l'a bouleversé et ça m'a bouleversé que ça l'ait bouleversé. Et elle regarde plus Michel Drucker. Elle, je crois qu'elle ne sait plus qui il est. En tout cas, ce livre, il a une résonance que les autres livres n'ont pas chez vous, de tout ce que vous avez fait. Hein. Vous trouvez ? Ah bah oui. Il est quand même, celui-là, il est quand même... J'en avais écrit un personnel sur ma maman qui s'appelait Acouphène, qui était aussi assez intime et introspectif. Et celui-là, oui, forcément, il est à la fois très ancré dans mon réel et encore aujourd'hui. Et vous lui lisez pas des pages ? Je lui ai lu le 4e de couverture et quelques lignes. Et elle a eu un petit mimique, un petit quelque chose, un petit... Elle lève les yeux au ciel. Par pudeur ? Je pense par réflexe. Ok. Pour se donner une contenance. Ouais, pour se donner une contenance. Jusque-là. Hein. Ouais, jusque-là. Elle contrôle. Là, hein. Comme si la maladie lui permettait encore de contrôler et faire illusion. Vous voyez ? Elle fait très bien illusion, ma grand-mère. C'est la classe. Elle a la classe. Merci gentil. Infiniment, Géraldine. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Vous commentez avec bienveillance, évidemment, et je sais que ça va l'être parce que ces sujets touchent... vous allez voir, moi j'ai pas mal de haters. J'espère que vous aurez un modérateur de haters. Non, parce que là, vous êtes maquillée, donc tout va bien. Non, je non, mais vous savez pas. Mais non, mais vous savez pas dans quel doigt vous mettez l'engrenage. Alors là, je vais vous dire, on en a régulièrement. Alors ça va. S'ils savaient à quel point on s'en fout c'est vrai, d'une force... Vous êtes encore sensible à ça ? Non. Non, pas du tout, je regarde plus. Non. Mais c'est juste que je protège les gens qui peuvent ne pas être prêts pour ça. Ouais. Vous êtes prêts ? Oui, complètement. Alors ça va, vous êtes solide. Totalement. Vous êtes un grand garçon. Oui, bien sûr. Rien ne va vous abattre. Mais non, oui, bien sûr. Les quinquas, on y va. Les quinquas, on est costaud. Ouais, évidemment.
Quinca Power. Puis vous avez Casimir derrière et puis Batman Toute la force, tout le et monde est là. Hulk. Et Hulk Tout le monde est là. Tout le monde est là. Voilà. Ils sont tous là installés tranquillement. Voilà. Lequel vous correspond le plus? Alors E.T., c'est mon premier souvenir de cinéma à Toulouse. C'est la première fois, un de mes premiers souvenirs précis. Je sors en pleurs. Voilà, c'est horrible. Ne pleure pas, E.T., ne pleure pas, E.T. Et SOS Fantôme. Ah, le Ghostbuster. Ouais, parce que Sigourney Weaver, elle est trop belle, elle est trop grande, elle fait ma taille. Et je me dis, en fait, on peut être bien et grande. Bah, bien sûr. Oui, mais sauf que quand vous avez 12 ans, c'est pas évident. Et Ghostbuster m'aide à accepter ma taille. Sigourney Weaver est très belle dans Ghostbuster. Bon, moi, je suis évidemment Casimir. Vous êtes Casimir? Vous dites ça pourquoi? Mais parce que Casimir, d'abord, je l'ai rencontré. Très bien. Que j'ai fait l'Olympia avec Casimir. Ah, ça marque une carrière. Casimir. Ok. Casimir à l'Olympia, les Beatles arrivent sur scène, quoi. C'est. Ok. Voilà, Casimir, magnifique. Et un Goldorak. Très bien. Et alors, question, pourquoi vous avez Harry Potter qui est complètement anachronique? Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes que je reçois sur ce plateau qui peuvent être plus sensibles à Harry Potter, oui, qui est un univers qui ne me correspond pas du tout. Ma fille aurait totalement pris Harry Potter. Voilà, c'est pas du tout mon univers. Je suis pas. Voilà, mais même les Astérix, c'est pas trop ma came non plus. Mario Bros encore moins. Mais bon. Mon mari aurait pris Star Wars. Star Wars, ouais. Ouais. Et moi, je vous dis, j'aurais pris E.T. Bon. Même un petit Rocky ou un petit Jackson, c'est pas mal aussi. Ouais, Rocky aussi, pas mal. C'est pas mal. Ouais. Merci Géraldine. Merci à vous. C'était un délicieux moment. On se retrouve pour d'autres rencontres très vite. Commentez, partagez. À très bientôt.